Alors, rebonjour. Donc, toujours dans le module de les bases de machine learning. Donc, après avoir bien sûr présenté les 6 premières parties. Donc, maintenant, nous sommes dans la dernière partie qui concerne les bases des réseaux de neurones. Donc, les bases de machine learning, bon, mais dans les réseaux de neurones, voilà, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir. C'est pour cela que j'ai préféré appeler cette partie les bases des réseaux de neurones. Donc jusqu'à présent, je suppose que on sait ce que c'est le machine learning, notamment ce que c'est un modèle avec ses paramètres. Et on sait faire de la régression linéaire tout en utilisant un scaler, c'est-à-dire savoir préparer le data, savoir faire la différence entre features et target. C'est quoi un modèle de régression linéaire dans sa forme mathématique? Quelles sont les étapes pour créer un modèle de régression avec un scaler? Comment évaluer le modèle? Cette partie, nous ne l'avons pas faite. Préparation de données à l'encodage. D'accord, on aura peut-être l'occasion de faire quelques exercices dans la dernière séance que je vais ajouter en rattrapage pour surtout ça. Et essayer à travers de voir les autres applications parce que cette partie nécessite la préparation de données. Et aussi celle-là, ça nécessite de préparation de données. Ensuite, nous avons essayé de découvrir les choses sans utilisation de scaler, notamment pour faire les choses from scratch, c'est-à-dire créer notre propre fonction fit capable de faire la mise à jour, tout en se basant sur un algorithme qui est très connu, qui est le gradient descent, et dont l'objectif principal, c'est de faire la mise à jour de paramètres, tout en calculant les dérivés par rapport aux différents paramètres. Et nous avons eu l'occasion de savoir l'intérêt de learning rate, et aussi savoir qu'il s'agit d'un modèle, d'un algorithme itératif, c'est-à-dire la mise à jour se fait euh, plusieurs fois dans une boucle. Alors, par la suite, nous avons découvert ce que c'est un problème de classification, notamment avec la régression logistique, bien sûr. Présenter c'est quoi les problèmes de classification, la forme mathématique de la régression logistique, les étapes à suivre pour faire bien pour créer un modèle de classification, comment l'évaluer, ce que c'est la confusion matrix, ce que c'est l'accuracy, un ensemble de métriques. Et nous avons réalisé des applications, à savoir Red or Blue application et Diabetic Detection, spam. Éventuellement, on peut le faire dans la partie app et la partie application. Aussi, nous avons découvert la régression logistique sans un scaler et ce en adoptant le code que nous avons déjà préposé ou bien en adaptant le code que nous avons déjà présenté dans la régression linéaire sans un scaler. Maintenant, nous allons essayer de voir ce que c'est un réseau de neurones. Et quels sont les éléments d'un neurone? Parce que ici, un réseau de neurones, c'est un ensemble de neurones. Et nous allons essayer de voir justement ce que c'est un neurone. Quels sont ses inputs, ses weights, sum, activation, l'output. Et ce qui est très important, tout ce jargon-là, bien sûr, juste le vocabulaire qui change. Mais techniquement parlant, toutes les choses ont été déjà vues. D'accord. Si nous allons parler des choses from scratch. Mais les réseaux de neurones, normalement, ça existe des libraries dédiées, notamment pour le cas de TensorFlow. Alors, et les choses from scratch, c'est pas pour aujourd'hui, bien sûr, pour une autre fois. Nous allons essayer de montrer le passage de la régression linéaire en réseau de neurones avec un seul neurone. Bien sûr, tout le code est fait déjà. Il est prêt à être utilisé, ce code-là. Nous allons faire c'est-à-dire une petite mise à jour pour pouvoir passer de là à là. Donc ça nécessite pas beaucoup d'efforts. Tout le code il est prêt, sauf qu'il y a petits changements et petites visions, c'est-à-dire visions différentes. Mais le code c'est presque pareil. La même chose
pour la régression logistique sont à scaler, c'est-à-dire c'est tout est prêt. Aucun changement presque à faire, sauf le jargon qui va changer. Mais pour les réseaux de neurones, en utilisant bien sûr les libraries, bien sûr TensorFlow a une logique différente de comment ça marche dans, d'accord, dans Scaler. Donc on va voir dans un premier temps comment utiliser TensorFlow qui est fourni, d'accord, un ensemble de modules qui sont prêts à utiliser, notamment pour créer un réseau de neurones capable de faire des prédictions. Donc il s'agit bien sûr de l'apprentissage supervisé. Ça c'est la fameuse slide qui résume un petit peu l'ensemble des techniques, d'accord? Et bien sûr, une fois vous êtes capable de traiter le ANN, c'est-à-dire Artificial Neural Network, pour le cas de, non ici, pour le cas de classification, et pour le cas de, d'accord, de régression. Et bien sûr, les ANN, ils peuvent être utilisés aussi pour le non supervisé. Mais à la base de ça, on peut déjà voir cette partie-là qui sont juste des architectures différentes, d'accord? Des architectures différentes et qui concernent des problèmes particuliers. Par exemple, pour le cas de classification d'images, bien de photos, on peut utiliser ça. Pour les problèmes séquentiels, à savoir la traduction, d'accord, le problème de série temporelle et ainsi de suite, on peut utiliser Recurrent Neural Network ou bien LSTM et même Gated Recurrent Unit, c'est-à-dire ça pour tout ce qui est problème séquentiel. Les auto-encodeurs, bien sûr, on peut les utiliser pour des traitements, par exemple, de non supervisés et bien sûr les transformers. À partir de là, on a la main vers les chats GPT et tout. Donc ça, c'est en général, c'est les différentes techniques. Pour vous dire juste que le machine learning, c'est un domaine qui est très vague. Bien sûr, une fois avoir les bases solides, notamment ce que nous avons présenté ici, à ce moment-là, vous pouvez bien sûr traiter beaucoup de choses. Alors ça, c'est un modèle en général, donc c'est pas la peine de le répéter, je l'ai répété plusieurs fois. Les étapes nécessaires, elles sont partagées même avec les réseaux de neurones, donc on peut toujours adapter, bien adopter ces étapes-là pour créer un modèle euh, basé sur le réseau de neurones. Donc il faut utiliser data et ensuite initialiser le modèle, entraîner le modèle, avoir son détail, évaluer, utiliser. Donc ce sont les mêmes choses. La même chose pour l'apprentissage, donc on peut utiliser la même logique aussi pour un modèle basé sur les réseaux de neurones. Alors les réseaux de neurones sont quoi? En particulier, il s'agit d'un sous-domaine de machine learning. Et il est inspiré par le fonctionnement du cerveau humain. Et bien sûr, un humain a des billions de neurones, c'est-à-dire le cas ici, ça c'est un seul neurone, mais on peut trouver des billions de neurones. L'ensemble des neurones communiquent entre eux pour prendre une décision. Par exemple, nous les humains, si on va vous montrer une bouteille, vous allez connaître qu'il s'agit d'une bouteille. Bien sûr, vous allez reconnaître, c'est-à-dire vous allez avoir input et vous allez décider qu'il s'agit d'une bouteille. Donc c'est ça le process. Voir, c'est-à-dire tu vas capter, tu vas avoir des inputs, ton cerveau il va fonctionner pour faire la classification. Alors pour les personnes qui sont à besoins spécifiques, par exemple je sais pas, les mangoliens ou autres, ils peuvent avoir une réflexion ou bien ils peuvent pas réagir rapidement. Parce que leur cerveau, c'est pas, bien sûr, je vais pas dire, en réalité, c'est pas bien entraîné. Ou bien quelque chose qui a eu, je sais pas, un accident.
et il a perdu sa mémoire. Et bien sûr, pour qu'il récupère, il faut qu'il fasse de séances d'accord, de mise à jour, si vous voulez dire, de sa mémoire, pour qu'il refasse l'entraînement de son cerveau pour qu'il reconnaisse des choses. Alors, si je vous montre n'importe quel, je sais pas, un animal, vous êtes capable de distinguer entre un chat et un chien et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous avez appris. Vous avez déjà un modèle. Mais si je vais vous donner une chose nouvelle, jamais vue, je sais pas, un être vivant, ou bien un objet jamais vu, vous n'allez pas pouvoir le reconnaître. Mais une fois je vais vous dire ça, cet objet ou bien cet animal c'est X ou bien c'est Y, certainement vous allez par la suite une fois voir un nouvel, je sais pas, être vivant ou bien objet qui ressemble à ce nouveau objet, certainement vous allez dire ça c'est ça. Pourquoi? Parce que vous avez appris. Donc c'est pour cela les réseaux de neurones c'est c'est inspiré par le fonctionnement du cerveau humain. Et il y a des neurones et chaque neurone il a des inputs, des signaux dans le cas de l'humain et il y a des outputs. Les outputs sont aussi des signaux qui sont destinés vers autres neurones. Et ça, c'est peut être des signaux qui sont reçus à partir d'autres neurones. Donc sans entrer dans ça, parce que ça c'est un jargon qui peut très, concerne la médecine, les gens de la médecine. Mais ce qui est important, j'ai des traitements, j'ai des transmissions, d'accord, j'ai des in, j'ai des traitements et j'ai un out. Donc, input, traitement, d'accord, output. C'est ça qui nous intéresse, nous. Donc, c'est pour cela, par exemple, si je vais écrire sur le tableau ce chiffre-là qui est 7, c'est une image, c'est un ensemble de pixels codés 28 fois 28 par exemple. Elle va entrer dans votre cerveau et vous allez reconnaître qu'il s'agit du chiffre 7. Si je vais mettre en input 3, de cette manière-là, vous allez dire c'est 3. Mais si je vais mettre, regardez, maintenant je vais écrire ça exprès. D'accord. Qu'est-ce que vous allez dire sur ça? Ah, d'accord, donc pour des chiffres, les chiffres. 3. J'ai fait exprès 3 ou bien 5. D'accord? Mais certainement, vous allez dire, peut-être même 7. Vous pouvez dire 7 avec une probabilité 0,1, d'accord? 3, une probabilité 0,4. Tu vois? 5 avec une probabilité peut-être 0,39. Parce que c'est presque, on ne s'est pas décidé entre est-ce que c'est 3 ou bien 5. Tu vois? Euh, 8 avec une probabilité 0, 1 avec une probabilité 0, d'accord, 2 avec une probabilité 0, et ainsi de suite. Donc finalement, même nous, les humains, parfois on peut, parce que tu as dit 3 ou bien 5, donc tu hésites. Certainement, il y a des probabilités et la machine va faire le même travail. Donc pour chaque, elle va faire un apprentissage sur les chiffres écrits à la main, de 0 à 9, et par la suite, si jamais il y a des... Donc regardez ici, si je vais aller vers Mnist, Mnist, Digit, Digit, Dataset. Je vais aller vers Image et si l'image sur laquelle est entraîné d'accord, par exemple ça. Vous voyez, il y a des zéros, il y a, je sais pas quoi, d'accord? Des 1, des 3, donc des choses. Le 9, il a plusieurs formes. Chaque image, chaque petite image est codée 28 fois 28. Bref, nous allons essayer de faire ça comme l'humain. Donc l'humain, un réseau de neurones doit reconnaître une image, imiter l'humain. Donc on va avoir un réseau de neurones à la place d'un cerveau.
ayant un ensemble de neurones réels, on va avoir finalement si vous voulez dire, une application, et une fois l'exécuter, le réseau de neurones, c'est une mémoire. C'est un tableau de poids, si vous voulez dire, c'est un tableau de valeurs, finalement, qui représente un graphe, ou bien un réseau de neurones, ou bien ce que vous voulez. De toute manière, c'est un ensemble de valeurs. Comme le cas de la régression linéaire, ce sont des poids derrière. Même le réseau de neurones, ce sont des poids derrière qui sont structurés sous forme de tableau, si vous voulez dire, ou bien matrice, ou bien ce que vous voulez. Alors ça, c'est boîte noire, si vous voulez dire. Pour moi qui m'intéresse, il y a un réseau de neurones, neural network, NN. Il reçoit 7, il fait des calculs, il dégage 7 comme sortie, c'est-à-dire il va la reconnaître. Comme le cas de la régression logistique, si vous voulez dire, il y a un objet en input X, et ce X-là, c'est le 7. Il y a le modèle, d'accord, et il y a la classe, parce que 0, 1, 2, la classification multiple, ici c'est la classe 7. D'accord, la régression logistique, je peux dire ça. Pour le réseau de neurones, je peux dire ça. Mais le réseau de neurones, qu'est-ce qu'il contient à son intérieur? Cette boîte qui est jaune, c'est celle-là, normalement, qu'on l'a mis ici, c'est cette représentation qu'on va avoir. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez des neurones, un ensemble de neurones. Mais ce qui est important dans un premier temps, on va appeler ça la première couche, la deuxième couche, d'accord? La troisième couche et la quatrième couche. Ou bien je préfère dire ici normalement parce que ça, c'est pas une couche proprement dite. C'est celle-là la première couche. La deuxième couche et la troisième couche. Alors la première couche est formée de combien de neurones? La deuxième couche, elle est formée de cet ensemble de neurones. Et ainsi de suite, je peux avoir plusieurs, bien sûr, plusieurs couches. Et ici, c'est la dernière couche. La couche de sortie qui est composée de 10 neurones. Pourquoi 10 neurones? Parce que j'ai 10 classes. Parce que ici, c'est un problème de classification. Parce que les réseaux de neurones peuvent être utilisés pour la régression ou bien pour la classification. Mais une fois les réseaux de neurones sont utilisés pour la classification, je peux fixer le nombre de neurones de la couche de sortie, qui est égal au nombre de classes. Ici, j'ai des classes différentes, donc il y a 10 neurones dans la couche de sortie. Chaque neurone va faire un travail. Sauf ici, normalement, je préfère dire ça, c'est une couche. D'accord? Je reviens pour dire ça, c'est une couche. Celle-là, c'est un deuxième, celle-là, c'est un troisième et quatrième. Parce que ça dépend. Dans ce cas-là, ça, c'est une couche. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons presque rien fait. Juste dire qu'on a un réseau de neurones qui se compose d'un ensemble de neurones qui sont organisés sous forme de couches. La couche d'entrée, les couches intermédiaires, plusieurs, et une couche de sortie. Une seule couche d'entrée, un ensemble de couches intermédiaires, une seule couche de sortie. Donc ici, je peux avoir plusieurs couches entre la couche d'entrée et la couche de sortie. Je peux avoir 0 ou plusieurs couches. Ça dépend de la nature du problème et ainsi de suite. Mais comment fixer le nombre de couches, ça c'est un point d'interrogation qu'on va peut-être y répondre par la suite. Alors, dans chaque couche, il y a un ensemble de neurones. Ici, dans cette couche-là, il y a 784 neurones. Dans la deuxième couche, il y a je ne sais pas combien de neurones. Dans la troisième couche, et ainsi de suite. Ce qui est important, chaque neurone, dans ce cas, dans cette architecture, chaque neurone de la couche précédente est relié à tous les neurones de la couche suivante. Ce neurone est relié à l'ensemble. Ce neurone aussi doit être relié à l'ensemble. Je n'ai pas juste fait les liens. Il doit être relié à celui-là. Il doit être relié à celui-là. Il doit être relié à celui-là. Et ainsi de suite. La même chose pour ce neurone,
pour ces neurones qui sont ici, et ainsi de suite. Parce que ici, ce sont des points d'extension pour dire qu'il y a autre neurone pour avoir exactement 784 neurones. Et pourquoi 784 neurones? Parce que ici, j'ai 28 fois 28. Une image de 28 fois 28 pixels. Ça donne 784 pixels. Donc, je dois avoir un tableau, d'accord, de poids. Finalement, un réseau de neurones, c'est un ensemble de poids. Et ces poids sont entre, par exemple, entre ce neurone. Et ce neurone, il est relié par un poids que je peux l'appeler W1. Ce neurone, avec ce neurone, un autre poids qui est... Par exemple, ce neurone, il est appelé 1. Je peux dire 1 et ce neurone dans la couche de 1. Donc, je peux mettre W1. Ici dans la couche plutôt 2. W1, 2. D'accord? Ici, c'est W1, 2. W2, 2. D'accord? W3, 2 et ainsi de suite. Pour ce poids-là, parce que chaque lien, il porte un poids. Ici, c'est W, par exemple, 2, 2. Alors, la couche 2, 2. Alors, comment je vais l'appeler? Finalement, je peux mettre des numéros arbitraires. Sinon, je peux mettre dans la couche 2, ou bien W, je, je peux l'appeler par exemple de 1, W2, 2, W2, 3, W2, 4, et ainsi de suite. La même chose pour ces neurones. Chaque lien porte un poids. Porte un poids et une constante. Si vous voyez ça, c'est autre chose qui n'est pas relié. Ça, c'est le bias. Bias 1, ça c'est le bias 2, bias 3, bias 4, et ainsi de suite jusqu'à bias le nombre de neurones. 1, par exemple ici c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ici le M. Combien de bases je vais avoir? 15. Dans cette couche. La même chose dans cette couche-là, je vais avoir B1 jusqu'à, je sais pas, est-ce que 30 ou bien autre, ça dépend. La même chose ici. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'un réseau de neurones se compose d'un ensemble de couches. Chaque couche contient un ensemble de neurones. Et dans les couches, dans les autres couches, euh, euh, bien sûr différentes de la couche d'entrée, on a des poids. Parce que cette couche-là, si vous avez constaté, c'est pour cela que j'ai préféré de ne pas l'appeler propre une couche, parce qu'elle n'a pas des liens, elle n'a pas des poids. Mais celle-là, elle a des poids. Cette couche-là, elle a des poids qui sont W1, 2, W2, et ainsi de suite. Et elle a des bases. Donc ici, j'ai des poids et des bases. La deuxième couche a des poids et des bases. Ça, elle a des poids et des bases. Et la couche de sortie aussi, elle a des poids et des bases. Donc ces poids et ces bases sont organisés d'une manière, dans des vecteurs. On va voir par la suite comment seront organisés. Mais ce qui est important, un réseau de neurones, c'est un ensemble de couches. Chaque couche contient un ensemble de neurones. Et chaque couche est interliée, ou bien les neurones de la couche précédente est interlié à la couche suivante par le biais des liens, et chaque lien porte bien sûr des poids, soit un paramètre qui est weight, bien poids, et un bias. D'accord, chaque lien. Alors, bien sûr, pour maîtriser un réseau de neurones, ou bien reconnaître, il y a un jargon qui doit être connu. C'est-à-dire, on va essayer de découvrir les concepts de base d'un réseau de neurones. Les concepts de base. Dans lequel il faut connaître tous ces éléments. C'est quoi un neurone artificiel? C'est quoi un réseau de neurones? C'est quoi le concept de couche? C'est quoi la sommation pondérée? C'est quoi la fonction d'activation? C'est quoi la compilation? C'est quoi l'entraînement? Bien sûr, en lisant ça, ah,
sans recours à l'applicatif ou bien à créer une application, vous n'allez pas bien le comprendre. Parce que moi, je préfère apprendre à définir une chose tout en faisant la pratique. C'est-à-dire, une fois dire sommation pondérée, ça, il faut la montrer où ça se trouve exactement. Et regardez ça, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que la régression linéaire. Autrement dit ici, je l'appelle pas régression linéaire, mais je l'appelle sommation pondérée, tout simplement. C'est un Z qui représente une sommation pondérée. Et bien sûr, regarde ici, un réseau de neurones artificiels, ou bien un neurone artificiel, les neurones artificiels sont les unités de base d'un réseau de neurones ici. Chaque cercle en bleu, c'est un neurone artificiel. Qu'est-ce qu'il a comme élément de traitement? Parce que finalement, c'est une application informatique qui va faire des calculs. Donc, quels sont les traitements à faire dans chaque neurone? Chaque neurone se compose de deux parties, d'accord? Il est capable de recevoir des entrées et calculer un certain Z. Une fois le Z calculé, il est utilisé dans la deuxième partie de traitement, comme s'il a deux parties de traitement. Partie 1 dans laquelle il va faire la sommation pondérée, regardez, c'est ça. Et partie 2, ce f c'est une fonction, par exemple f de x égale à x. La fonction la plus simple en maths, c'est quoi? C'est f de x égale à x. Ou bien f de z égale à z. Ça, c'est la fonction la plus facile. Mais cette fonction, elle existe parmi les fonctions d'activation dans les réseaux de neurones. Cette fonction, elle s'appelle la fonction identity. D'accord? Je ne sais pas si nous allons mettre ici, parce que j'avais dit, il y a plusieurs fonctions d'activation. Et parmi les fonctions d'activation qui sont utilisées, c'est la fonction d'activation identity, c'est la même. Ou bien, il y a un autre nom, identity, ou bien, je sais pas, j'ai oublié. Donc, identité. Donc, peut-être on va la lire et dire, voilà, c'est exactement ça. Alors maintenant, je vais taper les fonctions d'activation, d'activation, euh, voilà, perceptron. Je vais perceptron pour dire un neurone, d'accord, perceptron, voilà, ou bien un réseau de neurones, si vous voulez dire. Alors, perceptron, non, je parle de fonction d'activation. Quelle fonction d'activation utilise un perceptron? Fonction d'activation, voilà. Peut-être ici, je peux avoir un ensemble de fonctions d'activation. Non-linéarité étendue de sainte liste, voilà. Voilà identité. Elle s'appelle identité f de x égale à x. Il y a une fonction d'activation qui s'appelle marche, f de x égale à 0, ou bien f de x égale à 1 selon des conditions. Logistique, on l'avait déjà fait, ou bien sigmoïde. Vous voyez, 1 sur. Donc, une fois qu'on a ça, c'est utilisé dans la régression linéaire, nous allons adopter ça. Et nous allons adopter ça pour le problème de classification en utilisant la régression logistique. Ou bien une fonction sigmoïde. Donc, c'est pour cela que j'avais adopté le plan régression linéaire, régression logistique, réseau de normes. Et bien sûr, il y a autres fonctions d'activation. D'accord, il y a autres fonctions d'activation qui peuvent être utilisées. Bref, je reviens ici. Juste pour vous dire, dans un réseau de neurones, il y a deux éléments de traitement. Une sommation pondérée, vous voyez, c'est ça. Il reçoit une entrée, il la multiplie par un poids et il fait la somme avec la deuxième entrée fois W2. Ce sont les liens. Ça, c'est W1 par exemple. Ça, c'est W2 par exemple. Et ça, c'est X1. D'accord? C'est une valeur. Et ici, j'ai bien sûr le Z. D'accord? Qui est la W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3 plus W4 fois X4 et ainsi de suite jusqu'à W1 fois X1 plus un bias parce que chaque neurone il a un bias ici c'est pas marqué mais on va l'ajouter ici normalement parce que j'ai piqué normalement cette image à partir d'internet mais il faut ajouter un bias ici normalement. Un bias n'est pas relié
au neurone de la ANA, il n'est pas relié à un neurone de la couche précédente. La même chose ici. Pour tous les neurones, la même chose ici pour tous les neurones et la même chose ici pour tous les neurones. Et tout ce qui est en rouge, c'est un bias. Donc, par exemple, pour ce neurone-là, aussi, il a deux unités de traitement. La première partie qui est un Z ou bien une sommation pondérée. La deuxième partie, c'est une activation, c'est f de z égale à quelque chose. Par exemple, égal à z au carré. Je peux créer ma propre fonction d'activation qui peut être, c'est changé, ou bien je peux dire f de z égale à 1 sur z. D'accord? Donc je peux faire, ou bien f de z égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins z, qui représente la fonction c. Finalement, chaque neurone, il a des inputs, il va les transformer d'une manière appliquer une transformation linéaire, d'accord? C'est une transformation, c'est une sommation pondérée, et par la suite une autre transformation non linéaire en général, ou bien linéaire s'il va faire f de x égale à x, il va garder le même signal. S'il reçoit 5, il dégage 5. f de 5 égale à 5, f de 6 égale à 6. Si j'ai la fonction d'activation f de x égale à x. Par contre, si j'ai 1 sur 1 plus exponentielle moins z, à ce moment-là, l'activation sera une autre chose. Ce qui est important, chaque neurone, je rappelle, il a des inputs, des poids, un bias, une sommation pondérée et une fonction d'activation. Chaque neurone de notre réseau de neurones. Le réseau de neurones, ce sont des ensembles de neurones interconnectés organisés en couches. Chaque neurone d'une couche courante est relié au neurone de la couche suivante. Les couches permettent d'organiser la sélection d'un réseau de neurones. Elles sont de trois types. Couche d'entrée, c'est celle-là par exemple. Couche cachée permet d'apprendre des représentations complexes des données, parce qu'une fois nous avons un problème complexe pour la classification ou bien pour la régression, alors à ce moment-là, si je vais utiliser les réseaux de neurones pour ce problème complexe, il faut lui ajouter des couches cachées pour qu'il soit performant. Il doit avoir beaucoup de neurones, notamment dans les couches cachées, pour qu'il apprenne d'une manière bonne. On va voir des exemples. Et une couche de sortie. Donc une seule couche d'entrée, une seule couche de sortie et éventuellement, pas obligatoirement, des couches cachées. Plusieurs couches cachées éventuellement. La sommation pondérée, vous le connaissez, c'est ça, z égale à w1 fois x1 plus w2 fois x2 plus w1 fois x1, et ainsi de suite, plus bias. La fonction d'activation, elle reçoit ce z et elle applique dessus une transformation. C'est-à-dire, je vais avoir ici f de z. f de z, je peux faire n'importe quelle fonction. Par exemple, f de z égale à z. Il existe plusieurs types de fonctions d'activation linéaire. Voilà, linéaire, j'avais oublié le nom. Tout à l'heure, j'avais dit problème quand donc l'autre identity. Donc ici, c'est linéaire. Ici, c'est ReLU. D'accord? ReLU, c'est une autre fonction d'activation. Segment, c'est une autre d'activation. Et je peux avoir plusieurs. Le choix de la fonction d'activation dépend de plusieurs facteurs. Je ne vais pas parler tout de suite, mais par la suite, on va parler de comment choisir la fonction d'activation. Attendez juste pour voir, peut-être, voilà, je dois mettre ça dans le charge. Alors, désolé de cette coupure. Voilà, donc par la suite, une fois nous allons construire notre réseau de neurones et nous allons voir les étapes nécessaires pour créer un réseau de neurones avec des couches et avec des neurones et ainsi de suite. On passe à la phase de compilation. Avant l'entraînement, il faut compiler. Et dans cette phase de compilation, il y a intérêt de choisir l'optimizer. C'est-à-dire, dans la littérature, nous avons vu ce que c'est le gradient descent. Le gradient descent, c'est un optimizer. Mais ce qu'il faut connaître, ce que nous avons vu comme optimizer, notamment le gradient descent, c'est la version classique. Mais non, en réalité, il y a plusieurs variantes.
Ces variantes normalement ont comme objectif d'optimiser l'apprentissage en tenant en compte des facteurs. C'est pas la peine de parler de maintenant de ces facteurs-là. Ce qu'il faut connaître, qu'il y a plusieurs variantes de gradient descent. Dans la phase de compilation, il faut dire voilà quelle version d'algorithme on va utiliser pour l'apprentissage. Et il faut aussi préciser la fonction loss. La fonction loss, jusqu'à présent, nous avons vu deux fonctions loss. Mean squared error et la fonction binary cross entropy. Et aussi, il faut définir les métriques qui mesurent la performance de modèle. Comme métrique pour la classification, nous avons vu R2, Mean Squared Error aussi, et MAE. Et pour le cas de la classification, il y a l'accuracy, il y a la précision, il y a F1 score, il y a le recall, il y a autre. Donc, quelles sont les métriques à optimiser? Bien sûr, création des réseaux de neurones, compilation des réseaux de neurones et entraînement. Pour l'entraînement, il faut, comme le cas de Scaler, une fois que vous allez faire appel à fit, il faut faire passer x, les features, y, et aussi le nombre d'époques, et parfois le batch size. Ici, le batch size, c'est dans les réseaux de neurones. Voilà, donc bien sûr pour ceci, pour créer un réseau de neurones, selon une architecture, le compiler, l'entraîner et faire des prédictions, on peut utiliser TensorFlow. TensorFlow, s'il n'est pas installé, il faut l'installer. Donc, TensorFlow, il intègre Keras, d'accord, une API de haut niveau qui simplifie la création, l'entraînement et l'évaluation des modèles. Donc, pour l'installer, il faut l'installer ça, et automatiquement Keras sera installé. Bref, donc ça, c'est un code source. Bien sûr, si vous voyez ici, comme d'habitude, il y a des libraries. NumPy, vous le connaissez. Plot, vous le connaissez. MNIST, c'est un dataset qui contient les chiffres écrits à la main. Une fois installé TensorFlow, d'accord, vous pouvez importer ce module-là, TensorFlow ASDF. Et vous pouvez aussi importer Keras, dans laquelle il y a des layers et des models. Donc on peut à ce moment-là créer des layers, des couches, ayant des neurones. Donc cette première phase, c'est la préparation de données. C'est-à-dire notre objectif, cette fonction, elle existe dans MNIST comme objet, d'accord, comme objet, et qui va retourner ce format, d'accord, c'est-à-dire un tuple ou bien deux tuples. Chaque tuple contient deux vecteurs, train images, train labels, ça c'est target, c'est le Y si vous voulez dire, et ça test image, test labels, c'est-à-dire comme si on va mettre X-train, Y-train, X-test, Y-test. C'est la même chose, juste on a changé les noms ici. Et bien sûr, ça, c'est une affaire de normalisation, bien de remise à l'échelle. C'est-à-dire les valeurs, ils peuvent être entre 0 et 255. Pour ne pas avoir des valeurs grandes, parce que par la suite, je vais utiliser des multiplications, et multiplier 255 ou bien 250 par quelque chose, ça risque d'avoir des valeurs trop grandes et va perturber la convergence. C'est-à-dire perturber la convergence. Éventuellement, on va, une fois calculer les gradients et tout, on risque d'avoir de grandes valeurs qui vont dépasser l'optimum. Et cela, ce n'est pas souhaité pendant l'apprentissage. Ça va exploser plutôt éventuellement l'erreur. Donc, une remise à l'échelle est souhaitée. Donc, on va faire la remise à l'échelle pour la partie training et pour la partie test. Voilà, donc ici, finalement,
qu'est-ce que j'ai mis pour ce code? Voilà, je vais mettre ça finalement. Donc je vais déjà importer les libraries. Donc je vais rapidement faire hello hello world dans Neural Network. Voilà, je fais l'import, je fais le dataset et parfois normalement ce que j'ai constaté, les gens je sais pas, ils changent. Peut-être s'il y a des mises à jour de mon Python dans mon environnement, éventuellement le ministre que je vais le loader, d'accord, ne contient pas une fonction load data. Par exemple, ça m'arrive ce genre de problème, mais ici ça marche. Alors train image, regardez, train image c'est ça. Votre collègue tout à l'heure, il a posé la question comment traiter ou bien préparer les données. Il faut afficher et savoir ici que c'est 3D. D'accord? Regardez. C'est-à-dire, ça, c'est pas size, je vais mettre chez plutôt. Regardez, ça c'est 6028. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, 60 000, très bien. 60 000 enregistrements. Chaque enregistrement est codé 28 fois 28. Donc si je vais prendre le premier enregistrement, regardez, si je vais prendre le premier enregistrement, c'est ça. Si je vais prendre son shape, c'est 28 fois 28. Shape. 28 fois 28. D'accord? Et si je vais l'afficher, c'est une image. D'accord? C'est 28 tableaux. Chaque tableau, il a 28 valeurs. Voilà la première. Le premier tableau ayant 28 valeurs. Le deuxième tableau ayant 28 valeurs. C'est question d'organisation de données. Ce nombre, ça c'est train ici pour la partie X, c'est-à-dire la partie input. Mais pour la partie, je peux avoir train labels. Son équivalent, c'est label, c'est le Y. Si je vais mettre 0, regardez, voilà, j'ai mis 1. Je vais mettre la même chose, 1, le même indice, et ça va donner le chiffre équivalent, c'est-à-dire 0. 0, c'est cette matrice. Cette matrice. D'accord? 0, c'est cette matrice. Donc, je vais juste montrer comment le dessiner. D'accord? Comment le dessiner pour voir qu'il s'agit bien d'un 0. Donc, ça, je n'affiche pas la grille dans le PLT. Je vais 0. D'accord? Pour voir, parce que la target, la réalité, c'est 0. Non, attendez, c'est pas parce que j'utilise le train, moi. Je vais utiliser train labels. J'ai pas utilisé 0, j'ai utilisé 1. D'accord? J'ai utilisé l'indice 1. L'indice 1 qui est... Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais pas faire ça. Je vais train images. Train images, c'est X. Je vais le plotter et il aura la forme d'un 0. D'accord? Regardez pour comprendre. Je vais faire ça. Vous voyez? Ça, c'est 28 fois 28. 0 jusqu'à 28. Et de 0 jusqu'à 28. D'accord? Et chaque pixel, c'est un niveau de grille. Par exemple, ce pixel-là, il a une valeur. Et d'ailleurs, c'est pour cela, ça justifie que les premières lignes sont que des zéros. Parce que c'est blanc. Parce que c'est blanc. Regardez, la première ligne. Même la deuxième. Mais à partir, c'est au milieu, là où il y a des valeurs. D'accord? 0,62, 0,1 et ainsi de suite. D'accord? Parce que j'ai normalisé normalement. J'ai normalisé si j'ai entre 0 et 1. D'accord? J'ai normalisé. J'avais divisé sur 255. Donc j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je suis en train de découvrir comment il est mon dataset. J'ai 60
1000 images. Chaque image est codée 28 fois 28. Et celle-là, c'est une image. Donc, j'ai la partie training et la partie test. Alors, une fois que j'ai le data, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, regardez, on va déjà discuter ce que c'est exactement. Il faut créer le modèle. Donc, créer le modèle, pour le créer, c'est simple. D'accord? Pour créer le modèle. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer cette partie, cette partie, cette partie. J'ai pas besoin de ça. Le plus important, libraries data. Mon data, il est préparé. Je peux créer le modèle égal models, parce que j'avais déjà, comme le cas de sklearn.linear regression. Ici, j'ai models à partir de TensorFlow qui, dans le module Keras. J'ai models. Point séquentiel. Point séquentiel, je pense en majuscule. Voilà, j'ai créé un modèle séquentiel. Pourquoi séquentiel? Parce que les couches, je vais les enchaîner l'une après l'autre. L'une après l'autre. La première couche, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ici, on va, regardez, ici je vais, pour mon modèle, je vais ajouter modèle.add. Mon modèle.add. Donc je vais mettre, premièrement, créer le modèle et modèle.add. D'accord? Add quoi? Add layers. D'accord? Add layers, point quelque chose. Layers. Layers, point dance. D'accord? Point dance. Ou bien je peux normalement, je peux import from ça. Point layers. Je vais voir est-ce que ça va marcher. Import dance. Voilà, ça marche. Pour ne pas mettre ceci, d'accord? Donc j'ai pas besoin de faire ça finalement. D'accord? Import dance directement. Donc je vais ajouter dance. Et dance, si je vais mettre 5, ça marche ce code source. Regardez, ça marche. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a créé il a ajouté à mon modèle une première couche avec 5 neurones. Si je vais ajouter ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter à mon modèle une deuxième couche avec 2 neurones. Donc jusqu'à présent, j'ai 5 couches. J'ai plutôt 2 couches. Une première couche avec 5 neurones et une deuxième couche avec 10 neurones. Mais ce qui est important, la première couche doit être liée à la couche d'entrée dans laquelle je dois spécifier ici input quelque chose, input shape. Vous voyez, soit ou bien j'utilise la couche d'entrée ayant cette forme dans le cas des images, je préfère. Donc ça je vais la prendre et l'expliquer. Je préfère commencer avec ça et ne pas mettre ceci. Voilà. Combien de couches on a? On a 3 layers.flatten. Donc il faut faire un import dance et flatten. Parce que j'ai pas importé layers. Donc je vais pas mettre layers ici. Voilà. Donc j'ai ajouté un flatten. Et flatten pour signaler que comme quoi il y a uniquement 784 neurones, mais ne sont pas des neurones ayant des unités de traitement. Ils peuvent avoir des valeurs uniquement. D'accord? Ici, il n'y a pas la sommation pondérée et l'activation. Par contre, ici, il y a le dance. Avec le dance, on a 5 neurones et chaque neurone, il a une sommation pondérée et une fonction d'activation. Par contre, ici, on a 28 fois 28, c'est-à-dire 784 neurones, mais sans sommation pondérée, weighted sum, et sans fonction d'activation. Activation. Pas de fax. No, no. WS, no activation. Pour flatten. Par contre, ça, il l'a. Donc, automatiquement, le dessin que je peux avoir, euh, surtout, je vais simplifier. Je vais simplifier là. Si je vais mettre ici 2 fois 2, donc je vais avoir 4. Donc, le dessin que je peux avoir ici suite à cette architecture, c'est quoi?
Rapidement, je vais avoir quoi? Je vais avoir 4 neurones, d'accord, dans la couche d'entrée. Voilà, ça c'est la première couche. Regarde, point add. J'ai ajouté ça. Et je vais ajouter, pour simplifier, je vais mettre 2. D'accord, 2 neurones. 2 neurones dans la couche, la première couche cachée. 2 neurones. Donc, une fois l'ajouté, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des liens. Ça relie à ceci. Et ça relie à ceci. Et ça relie à ça. Et ça relie à ça. Et la même chose pour le deuxième neurone. Donc jusqu'à présent, j'ai ça. Et chaque lien, il porte un poids. Mais ces poids sont organisés. On va voir est-ce que, est-ce que je vais avoir 2 tableaux. Chaque tableau contient 4 valeurs. Ou bien je vais avoir 4 tableaux. Chaque tableau contient 4 valeurs. En total, combien de poids? Ce qui est important. En total, combien de poids je vais avoir? C'est 2 fois 4. C'est 8 poids. Et combien de bases? 2 bases. C'est-à-dire l'ensemble de paramètres, en total, c'est 10. 2 bases. 2 bases. C'est-à-dire, pour cette couche-là, ce qui est sûr, je vais avoir un tableau de bases. Un base ayant la forme suivante. D'accord? Par exemple, 1, 2. Le premier base égale à 1, le deuxième base égale à 2. Mais je vais avoir, pour le W, il doit avoir cette forme. W égale. J'avais dit c'est un tableau de tableaux, mais est-ce que je vais avoir ça? On va la tester parce qu'à chaque fois j'oublie normalement. Est-ce que je vais avoir un 2, d'accord? Et ensuite, par exemple, 3, 4. Ça, je mets des valeurs aléatoires. 5, 6. Alors, vous comprenez ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il manque des poids? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque un dernier tableau. 7, 8. D'accord? Maintenant, j'ai 8 poids. D'accord? Mais il est organisé soit de cette manière, ou bien de cette manière, j'ai oublié. Hein? J'ai oublié, c'est de ma faute. Alors, on va voir. Mais c'est important, l'oubli, ça va vous permettre de se poser la question et aussi connaître soit ça, d'accord? Parce que c'est un oubli, mais c'est un bon oubli, si vous voulez dire. Et le deuxième tableau, c'est 3, 4. Ça. Euh, voilà, ça. Et ça. Est-ce que je vais avoir 4 tableaux, chaque tableau contient 2 valeurs, ou bien 2 tableaux, chaque tableau contient... On va voir. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Si je vais faire ça, je préfère faire 1, d'accord, pour simplifier. Alors, donc, je vais faire un seul neurone dans lequel il y a ça. Et qu'est-ce que j'ai oublié jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai oublié? Le base. Il ne faut pas l'oublier. Chaque neurone, il a un base. Je vais le mettre en grand. Un seul base parce que j'ai un seul neurone. Ici, normalement, 2 bases parce que j'ai 2 neurones. D'accord? Voilà. Et finalement, quels sont les neurones ayant des traitements? Ce neurone-là, il a 2 parties. La première partie et la deuxième partie. La même chose pour ce neurone. La première partie et la deuxième partie. La même chose pour ce neurone. La première partie et la deuxième partie. Pour la première,
Si jamais j'ai ici un poids, voilà, en fonction des poids établis dans E. D'accord? Donc je considère ça, ou bien ça revient au même. Monsieur, est-ce Oui. que 1, 2, 3, 4, puis 5, 6, 7, 8 ou bien 3, 4, Où ça? euh, la deuxième ligne. Un, 2, 1, 2, 3. Non, non, non. Un, 2, 3. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. 5, 6, 7, 8. C'est ça, c'est ça. D'accord? C'est ça, final. Alors, donc soit ça, soit ça. Alors, pour le dernier neurone, il y a deux poids, d'accord? Pour la dernière couche, soit j'ai un tableau, soit j'ai un seul tableau avec deux valeurs, qui peuvent être 1, 2 aussi. Je vais la nommer 1, 2, d'accord? Ou bien je peux avoir ça. On va voir. C'est-à-dire avoir ça et ça, d'accord? Donc c'est deux choses différentes. Alors ici, il y a un 2. Supposons que je souhaite calculer cette valeur. Cette valeur qui est Z1. Z1. Ce Z1 égale à combien, si vous voulez dire? Ce Z1 égale à combien? Sachant que cette valeur ici, je peux avoir 6, je peux avoir 5, des inputs, ou bien je peux avoir 0,5 pour distinguer. 0,5, ici 0,6, ici 0,7 et ici 0,8. Pour le Z1, qu'est-ce que je vais avoir? Z1, supposons que il y a quatre, regardez, quatre entrées. Il y a ce lien, accompagné de ce lien, accompagné de ce lien et accompagné de ce lien. Donc Z1 égale éventuellement la bonne chose, c'est celle-là normalement. Je vais utiliser celle-là. Éventuellement, c'est celle-là. Éventuellement. Non, monsieur, je pense que le premier. Regarde, parce que ici, c'est par défaut 4. Tu vois? Pour le premier neurone, j'ai un tableau de 4 valeurs. Peut-être, je ne sais pas. Mais finalement, il faut voir. D'accord? Donc, c'est quoi le Z1? Z1, c'est 1 si c'est ce tableau-là. Z1, c'est 1 fois 0,5 plus 2 fois 0,6 plus 3 fois 0,7 plus 4 fois 0,8. Ça donne une valeur. D'accord? Cette valeur, pour dégager une sortie, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'activer. L'activer avec une fonction f. Supposons que la fonction f, j'ai linéaire, c'est-à-dire identity. Linéaire. C'est-à-dire f de x égale à x. Quelle est la valeur qui sera dégagée ici? Quelle est la sortie de... D'accord, si la fonction d'activation est linéaire, quelle est la valeur qui va sortir? C'est bah, exactement Z1. Et ce Z1 sera multiplié parce que ici j'ai 1, 2, donc je vais avoir 1 et 2, 1 et 2, et j'ai la même chose, je peux calculer le Z2, et je peux calculer le Z3, et je peux calculer la sortie si jamais. Donc c'est ça finalement, comment calculer une sortie. Ça, on l'appelle dans le jargon réseau de neurones, on l'appelle forward pass. C'est-à-dire je traverse le réseau de neurones pour effectuer un forward pass et calculer D'accord? Alors, je reviens vers mon code pour le faire adapter à mon... d'accord? Donc maintenant, vous allez comprendre tout ceci. Qu'est-ce que ça doit donner? D'accord? Donc, bien sûr, je vais effacer. Donc, qu'est-ce que j'ai mis à importer modèle.séquentiel? C'est pas grave. Ou bien je peux importer séquentiel direct. Non, je peux garder ça. Je peux garder ça. Mais pour les autres, je peux faire ça. Parce que j'ai importé Dance directement. Donc, ça va donner quoi? Combien de couches? Donc, j'ai donné trois couches cachées et une seule couche d'entrée. Et je peux calculer le nombre de neurones. Donc, ici, c'est 10 fois 15. 10 fois 15.
poids dans la dernière couche. Il y a que plus 10 bytes. Donc je vais avoir, regardez, 10 fois 15 pour la couche. J'ai commencé avec la dernière couche. Elle a combien de poids? 10 fois 15 liens. Plus combien de bytes? J'ai 10 neurones, donc plus 10. Ça, c'est last layer. L3. Il y a que j'ai 3 couches. 1, 2, 3. L3. L2 égale à combien? 15 fois 20. 15 fois 20, 15 fois 20 plus combien de bytes? Plus 15 bytes. plus 15, Et L1 égale à combien? Égale à 20 20, fois 28 fois 28. C'est-à-dire 784, je sais pas. Plus combien de... plus 20 bytes. Donc le nombre total de poids égale L1 plus L2 plus L3. D'accord? Alors juste, je vais mettre ça, bien sûr, et pour chaque couche, elle a une fonction d'activation. La fonction d'activation de la première couche, c'est ReLU. ReLU, nous allons vous montrer c'est quoi. C'est une fonction f de x égale à, égale à A si elle est supérieure à 0, égale à 0 s'il est inférieur à 0. C'est ça ReLU. D'accord? Donc, vous pouvez faire ReLU. Elle est là déjà, ReLU. Si je vais la rechercher, ReLU, ReLU. Voilà, ReLU. Elle est 0 plutôt si inférieure à x que j'avais dit, et elle est x, c'est pas a. J'avais dit a. C'est x si supérieur ou égal à x. Elle a cette forme. C'est très simple. C'est comme linéaire, mais inférieur à 0, elle est 0. D'accord? Dans le supérieur ou égal à 0, c'est exactement linéaire, mais inférieur à 0, c'est 0. Et la fonction d'activation ReLU, en général, utilisée dans le cas de, pour les cas des réseaux de neurones profonds. C'est-à-dire ici, j'ai des couches cachées. Donc, dans les couches cachées, je vais faire ReLU. Et ici, on est obligé. Ici, c'est un choix. Je peux utiliser Segmode, je peux utiliser ce que je veux, mais ici, je dois utiliser Softmax. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une classification multiple. Donc, j'ai pas le choix. Je dois utiliser Softmax. On va voir par la suite. Softmax, ce n'est que une binary classification généralisée. C'est-à-dire pour chaque classe, elle va retourner une probabilité. D'accord? Parce que pour avoir une probabilité pour chaque classe, donc je dois mettre softmax. Alors, ça c'est d'Inoran. Alors, je dois compiler dans la suite ce que nous avons dit. Compiler, il faut choisir l'optimizer Adam, c'est une variante de gradient descent, on va voir par la suite. Loss, c'est sparse categorical cross entropy. Tout à l'heure, on a vu dans la régression logistique binary cross entropy, mais ici c'est sparse categorical cross entropy. Et les métriques, on a utilisé accuracy, vous connaissez ce que ça veut dire accuracy. Et par la suite, vous connaissez déjà ce que c'est fait, elle reçoit le X, elle reçoit le Y, et ici elle reçoit l'époque, à la différence de sklearn finalement qu'on peut signaler dans je sais pas où exactement le nombre d'époques. Donc je vais attendez, je vais faire ça, faire ça, faire ça. Voilà, donc il a commencé l'apprentissage. Donc époque 1 sur 5. Voilà les mises à jour. Voilà, et ainsi de suite. Ta, 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 ta. Il est en train d'augmenter la précision. Regardez là, l'accuracy. Je peux avoir, il est en train de bien classer les choses. Et ici, l'accuracy peut-être c'est une bonne mesure, je sais pas, à utiliser. Pourquoi? Parce que les classes sont équilibrées peut-être. D'accord? Certainement, les classes sont équilibrées. Donc, maintenant, si je vais faire, je sais pas, modèle.predict, .predict, .predict quoi? Train, test images. Test image. Voilà. Il a retourné quoi si vous avez remarqué? Il a retourné des probabilités. Attendez, c'est quoi ça? هنايا il faut chaque tableau contient 10 valeurs normalement. 1, 2, 3. Chaque attendez. Predict test image. il y a les petits qui sont là, c'est comme si
Oui, bien sûr. Oui, il n'a pas imprimé des valeurs, mais attendez. Predict test image 3. Ah oui, je vais mettre une seule image. Parce que ça c'est pour l'ensemble des tests. Donc les tests, pour chaque ça, il a retourné 10 probabilités. 10 probabilités. 10 probabilités. Combien de probabilités en total il va retourner? 10 000 probabilités. D'accord? D'accord? 10 000 probabilités il va retourner. Donc pour retourner exactement une probabilité qui correspond à la première image, ça, il doit retourner 10 probabilités. Vous voyez maintenant? La première probabilité, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et la dixième. C'est-à-dire pour la probabilité zéro, pour qu'il soit un nombre zéro, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, quelle est la probabilité la plus grande? Ça, c'est le nombre zéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre est certainement 7. 7 à 0,99% qu'il soit un 7. Donc si nous allons l'imprimer comme tout à l'heure, nous allons utiliser ce code source pour l'imprimer. Imprimer quoi? Test image 0. Il doit afficher 7 normalement. Vous voyez? C'est un 7. Et si vous allez faire, je sais pas, par exemple 89, 99, quelle est la probabilité la plus grande? Ta, 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 ta. C'est un 9. C'est neuf, ouais. Donc moi je préfère que si vous allez apprendre, il faut apprendre de cette manière-là. Prendre le temps qu'il faut et essayer pour découvrir comment marche. D'accord? C'est 9. Alors autre chose, on a calculé normalement le nombre de couches. On a calculé le nombre de paramètres à faire entraîner. Ici, regardez ici le n. D'accord? Print n. C'est 16 175 paramètres à entraîner. Oui? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça certainement elle existe dans les slides. C'est ça, tu vois. Donc, d'ailleurs, nous, j'ai préféré, c'est-à-dire calculer à la main avant de faire ça. Et bien sûr, pour comparer. D'accord? Alors, 16 175. 16 175. 16 175 exact. Et il vous donne dans L1 combien il y a, d'accord? Ici, ça c'est la première couche, la deuxième, la dernière. Si on va tenir la dernière 160, et vous pouvez vérifier pour le test. Euh, la dernière, c'est ça. 10 fois 15, 150 plus 10, 160. Donc c'est exactement ce que nous avons vu ici. Mais j'ai bien montré les choses dans les slides, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez même les récupérer à partir pour une couche donnée. Par exemple, moi, en créant les couches, regardez ici. Ah oui, j'avais pas, euh, je peux donner dance et mettre name égale output layer, name égale, c'est-à-dire je peux même préciser des noms pour chaque couche. D'accord? Et je peux, d'accord, pour output layer, parce que pour output layer, je l'ai. Oui. C'est-à-dire, je peux ajouter ici name.outputLayer et ainsi de suite. Name égale à plutôt output layer. Pour chaque couche, vous pouvez lui spécifier un nom. Donc voilà. Oui, J'ai une question par rapport les couches, la deuxième couche et la troisième. oui. Pourquoi on met 20 et 15? Ah oui, ça, ce pourquoi-là, regarde, pour résumer. Ça, tu es obligé de mettre 28 fois 28 dans l'input.
Dans la sortie, tu es obligé de faire 10 parce que tu as 10 classes. Mais entre la couche d'entrée et la couche de sortie, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas une méthode exacte à suivre. Mais il y a si tu veux dire, des pistes, des best practices, des bonnes pratiques à suivre pour choisir. Ça dépend de la nature du problème, ça dépend de sa taille, ça dépend de sa complexité, ça dépend des données disponibles, ça dépend d'un ensemble de choses. Donc, regardez ici, même si tu vas poser la question, je sais pas, on va poser la question à ChatGPT encore, comment, fixer, déjà fixer le nombre de couches cachées dans un réseau de neurones. D'accord? Il n'y a pas une réponse exacte. D'accord? Fixée. Dans un réseau de neurones dépend de plusieurs facteurs liés à ton problème, tes données et ta complexité de la tâche. Il n'existe pas de règle unique, mais voici quelques principes et bons pratiques. Voilà qui peuvent. D'accord? Mais moi, en fait, la question qu'il faut poser, parce qu'en même temps, je fais un cours de deep learning. La question, moi j'ai un autre cours qui est destiné à... Alors, comment l'appeler? Optimization? Je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est ça? Parce que à chaque fois j'améliore, voilà. Les bases de réseaux de neurones, ça c'est le démarrage, application, handwriting, ça c'est ce que nous sommes en train de faire, évaluation d'un modèle, les graphes de suivi de performance, d'accord? Les présentations des problèmes récurrents. D'accord? Il faut connaître les problèmes récurrents reliés à l'optimisation d'un réseau de neurones. Il y a plusieurs problèmes. Problèmes reliés à la préparation de données. Problèmes reliés à l'initialisation, c'est-à-dire comment initialiser ça, c'est une question. Choix de l'architecture, c'est ta question se trouve ici, choix de l'architecture. Problèmes reliés au choix de fonctions d'activation, comment choisir les fonctions d'activation. Le surapprentissage, que c'est que le sous-apprentissage, que c'est que le choix de l'optimizer, comment ça se fait, le vanishing gradient, il y a un ensemble de choses. D'accord, ça c'est un autre plan, mais c'est pour finalement c'est pour le deep learning. Voilà, donc ça c'est pour moi, c'est ce que nous avons fait, c'est suffisant. Mais par la suite, nous allons essayer de faire les choses from scratch parce que nous l'avons déjà fait pour la régression linéaire et pour la régression logistique. Et essayer en même temps de voir ce problème et créer, je ne sais pas, répondre à ces questions-là de manière en fait, qui dépend de votre compréhension au réseau. Donc voilà, donc cette présentation touche à sa fin. J'espère que j'avais enregistré logiquement. Oui, j'ai enregistré.